à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. L'impôt doit être payé correctement. Si on se dit, aujourd'hui on se dit croyant, Jésus-Christ a payé l'impôt, nous devons aussi suivre aussi l'exemple. Pour cette question très pertinente, et il faut reconnaître que dans son ensemble, la République démocratique du Congo est encore un pays sous-fiscalisé. Mais comment quitter le secteur informel pour dans le secteur formel? C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Et je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Je suis au courant de la persistance des tracasseries et de l'existence des réseaux mafieux qui occasionnent des détournements et des manques à gagner au trésor public. Tous ces réseaux seront démantelés. Tous ces réseaux seront démantelés et je serai intraitable dans la lutte contre la corruption. C'est l'un des moyens pour moi de regagner la confiance de notre peuple et celle de nos partenaires ensuite. Honorables députés, honorables sénateurs, le climat des affaires est une question qui me préoccupe au plus haut point. Il n'est un secret pour personne que pour attirer les investissements, il faut l'amélioration du climat des affaires. Ceci concerne même les PME, les entrepreneurs qui sont régulièrement victimes de tracasseries, d'harcèlement fiscal, de contrôles intempestifs, de convocations permanentes de la part des organes non attitrés. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Les contribuables s'interrogent. C'est quoi l'objectif de ces magazines? Dans ces magazines, nous nous donnons la peine et le devoir de répondre aux préoccupations de nos frères et sœurs contribuables, au mieux de notre connaissance et à la lumière de la législation fiscale en vigueur. Les préoccupations qui se résument en ceci. Comment on paye l'impôt? Pourquoi je dois payer l'impôt? Combien je dois payer les taux de l'impôt? Et à quoi sert l'impôt dans une nation? Ça, c'est le résumé des articles 65 et de 174 de notre Constitution de 2006. Mais également, étant donné que le contrat social doit toujours garder son caractère synalagmatique, c'est-à-dire des droits et des obligations réciproques de la part de l'administration et des administrés, de la part des contribuables et de l'agent public. Nous interpellons également de temps en temps dans ces magazines nos dirigeants sur la gestion responsable de ce que nous payons comme impôts et taxes. Et cela est conforme avec l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1787. Il est dit ceci. La société a droit de demander compte. La société a droit de demander compte à l'agent public de son administration. Voilà en résumé le cahier de charges de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Le contribuable s'interroge. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous interroger sur un point très important, mais dont l'opinion ne fait pas beaucoup allusion. Nous allons nous interroger sur un sujet très capital, mais dont les concernés ne l'observent même pas. Est-ce que les confessions religieuses, les églises de réveil, les assemblées des saints, sont-elles soumises au paiement de l'impôt ou non?
Est-ce que les partis politiques dans notre pays, la République démocratique du Congo, sont-ils exemptés du paiement de tous les impôts? Est-ce que les partis politiques doivent détenir l'identifiant fiscal, c'est-à-dire le numéro impôt? Est-ce que les fondations, les ONG, sont-elles exemptées d'office du paiement de tous les impôts? Pour trouver des réponses à nos interrogations, nous avons invité pour vous un invité qui n'est plus à présenter. C'est un habitué de ces magazines, Monsieur Jean Mouteba Kassendwe. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Monsieur Jean Mouteba Kassendwe, après votre dernier passage, avant d'aborder notre sujet d'aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de réactions, des messages de partout, dans des provinces, à l'étranger, les Congolais qui s'intéressent de plus en plus dans ce genre d'émissions. Quel est votre sentiment lorsque vous apprenez les Congolais en train de s'intéresser à ce genre de magazines? Ça vous fait comment? Oui, c'est un sentiment de reconnaissance à cet ensemble de Congolais qui nous appellent de partout, tant au pays qu'au niveau international, et aussi un motif de fierté pour le travail qui est abattu aujourd'hui par la Direction générale des impôts. Ce travail qui est abattu par la Direction générale des impôts s'inscrit aussi dans le programme initié ou le programme mis en place par la haute direction à ce qui concerne l'amélioration des relations de l'administration des impôts avec le public. C'est-à-dire rester en contact permanent avec les contribuables. Effectivement, ce programme d'amélioration des relations avec le public vise une assistance fiscale à tous les contribuables gérés par l'administration des impôts. Et cette assistance fiscale est concrétisée par un plan communicationnel que nous appelons la politique communicationnelle de la Direction générale des impôts, lequel le plan comprend un certain nombre d'activités, parmi lesquelles nous pouvons citer les structures d'accueil qui concernent les contribuables afin d'accomplir leurs devoirs fiscaux lorsque nous parlons des échéances fiscales. Il s'agit également des matinées fiscales qui sont organisées par la Direction générale des impôts. Il en est question aussi des émissions telles que nous les organisons avec vous ici. Des émissions pédagogiques. Les émissions pédagogiques, les spots qui sont lancés sur les chaînes de télévision et de radio. Et il s'agit aussi de la remise de nos dépliants à tous les contribuables pour connaître l'administration des impôts, les impôts qui sont gérés. Et très prochainement, je vous annonce, il y aura aussi le placement des coins d'impôts ou des points d'impôts dans tous les milieux publics pour permettre à ce que tous nos contribuables puissent avoir une information fiscale. C'est-à-dire, M. Mouteba, classement de points d'impôt, c'est-à-dire quoi? Les classements de points d'impôt, ce sont des coins, comme le mot l'indique, où nous aurons à mettre tout ce qu'il y a comme dépliant ou tout ce qu'il y a comme information fiscale à la disposition de notre public. Eh bien, je l'ai dit, s'il s'agit là des points d'impôt dans le milieu public. Par exemple, au niveau des grands hôtels, par exemple, au niveau de l'aéroport, au niveau des gares, bref, là où il y a une concentration de la population. C'est-à-dire la DGI va maintenant aller vers les contribuables. Vers les contribuables. Et donc, l'ensemble de toutes ces activités vise des objectifs. Lesquels? Le primo, c'est apporter l'information fiscale à tout contribuable pour que ce dernier s'acquitte en temps utile et de manière conforme de ses obligations fiscales. Et deuxième objectif, c'est prévenir tout acte de nature à se soustraire de l'obligation de l'impôt. C'est ça l'objectif d'une information commerciale et d'une information fiscale. Et donc, quand nous faisons avec vous ces émissions, bien sûr, ce sont des émissions à caractère pédagogique, nous visons là les objectifs qui sont les objectifs reconnus à une communication fiscale. Comment aider, comment assister les contribuables par l'information à ce que ces derniers connaissent comment s'acquitter de ces obligations fiscales et aussi comment prévenir tout celui qui a un comportement de nature à se soustraire de cette obligation fiscale. Et donc cette politique-là qui aujourd'hui
comprise dans le plan d'action de l'administration des impôts apporte ses fruits. La preuve est que vous-même, les réactions des contribuables vous partout. témoignez les réactions de plusieurs contribuables. Donc ce sont des innovations qui sont apportées aujourd'hui en matière de la communication. Donc nous sommes nous-mêmes fiers de ces différentes réactions de notre population. Ok, M. Mouteba, mais certains nous ont également reproché. Ils nous ont dit, là je prends la réaction de maman Cécile à Bouende. Papa contribuable, M. Mouteba, Mataki Likolo Makasi, Azalaki trop technique la fois passée. Contrat de performance, contrat d'engagement, les assignations, les profits excédentaires, l'impôt excédentaire sur le profit, l'impôt spécial sur le profit excédentaire. On ne va pas tout reprendre parce que nous courons derrière les temps. Mais l'impôt spécial sur le profit excédentaire, si vous pouvez placer ne serait-ce qu'un mot. En un mot, c'est quoi? Est-ce que c'est un nouvel impôt ou ça existe déjà dans la législation fiscale? Lors de votre dernière émission avec moi sur le même plateau de télévision, s'agissant des performances réalisées par la Direction générale des impôts à l'échéance du 30 avril 2022, nous avons longuement abordé cette question. Parmi les facteurs qui ont contribué à la réalisation des recettes du mois d'avril. Parce qu'il y a des facteurs conjoncturels et structurels. Et parmi les facteurs conjoncturels, il y avait bel et bien souligné l'apport de cet impôt dans les recettes réalisées par la Direction générale des impôts. Et à l'époque, il s'agissait d'un apport de plus de 700 milliards dans l'enveloppe réalisée de 3200 milliards de francs congolais. Et donc cet impôt n'est pas un nouvel impôt, il faut le signaler, mais c'est un impôt conjoncturel qui, du reste, existe dans la nomenclature fiscale, mais qui ne peut apparaître que lorsque les conditions s'y apprêtent. Il s'agit d'un impôt qui concerne spécialement les entreprises minières. Uniquement. Les entreprises minières, ça c'est la première information. Et deuxièmement, c'est un impôt qui concerne les entreprises minières, mais dans certaines conditions. Il n'est pas dit que cet impôt doit se payer. Cet impôt ne peut se payer pour les entreprises minières que lorsqu'il y a ces entreprises réalisent ce qu'on appelle les super profits. C'est-à-dire lorsque les cours des matières premières connaissent une certaine augmentation sur le plan international. Et donc c'est ça l'opportunité de cet impôt-là. Ça signifie, lorsque ces conditions sont réunies, les entreprises minières payent en même temps l'impôt sur le bénéfice et le profit, l'IBP, en même temps ils payent l'impôt sur les super profits, ou que nous appelons l'impôt spécial sur les profits excédentaires. Donc il ne s'agit pas là d'un nouvel impôt, c'est un impôt qui existe dans la nomenclature fiscale, mais qui n'a d'effet générateur que lorsque les coûts des matières premières connaissent une certaine amélioration sur le plan international. Parce que vous avez fait allusion aux performances observées au mois d'avril. Nous voulons connaître les comportements des recettes du mois de mai et les tendances du mois de juin. Est-ce que les mêmes performances continuent à s'observer? Je reviens toujours à ce que je vous ai toujours dit, et c'est ce que j'ai dit sur plusieurs plateaux de télévision. Lorsqu'on m'aborde sur cette question, j'ai toujours précisé avec beaucoup d'optimisme que la tendance aujourd'hui à la Direction générale des impôts, ce sera toujours la tendance à la hausse et non pas à la baisse. C'est-à-dire le plan de réalisation des recettes mises en place par la haute direction vise principalement une optimisation des recettes. C'est-à-dire chaque fois nous devons atteindre les assignations et les dépasser. Pour le mois d'avril, vous l'avez bien dit, nous avions réalisé ces performances qui pour nous appartiennent déjà au passé parce qu'on n'en parle plus. Oui. Mais le mois qui suivait, le mois de mai, le mois qui suivait, il y a aujourd'hui les recettes de l'administration des impôts ne sont pas seulement gardées à la direction des impôts, à la direction générale des impôts. Vous pouvez retrouver les recettes réalisées par la direction générale des impôts sur tous les plateaux de télévision. Et donc, au mois de mai 2022, sur les assignations de l'ordre de 736 milliards, la Direction générale des impôts, bien sûr, on n'a pas fait le large écho, la Direction générale des impôts est allée au-delà de 1300 milliards de francs congolais. Et donc, nous avons également dépassé les assignations. À réaliser encore un taux d'exécution d'environ 174%. Et au mois en cours, bien qu'il n'est pas encore arrivé à sa fin,
sur les assignations qui avoisinent les 430 milliards de francs congolais. Et je peux vous dire que la DGI est déjà au-delà de 482 milliards de francs congolais. Bien que nous ne sommes pas encore à la fin du mois. Encore à la fin du mois. Mais M. Mouteba, avec cette allure, je pense que la DGI risque déjà d'atteindre ses assignations annuelles même d'ici quelques mois avec cette allure. Oui, effectivement, les assignations annuelles sont de l'ordre de 7 milliards 254 milliards de francs congolais, 7 254 milliards, et déjà les recettes à réaliser dépassent les 70%. Parce que depuis le mois de janvier, il n'y a que des dépassements en dépassement. Les 77% sont déjà atteints. Donc vous êtes déjà à 70%. Oui. Et donc le reste, comme le directeur général des impôts l'avait dit lui-même lors de sa tournée, à l'échéance du 30 avril, eh bien les recettes ne poseront aucun problème. C'est qu'en fin d'année, nous allons atteindre nos assignations annuelles. Mais moi, je pense que la DGI peut déjà atteindre ça avant même la fin de l'année. Bon, c'est avec cette tendance. Mais c'est possible parce qu'il y a encore quelques mois qui restent. Oui. Et les prévisions sont déjà bien réparties par le mois. Oui. Et nous tenons toujours à les dépasser. C'est en fin d'année que nous saurons réellement ce que la DGI aura réalisé comme recette annuelle. Mais d'ores et déjà, au regard de la progression significative des recettes, nous sommes sûrs, on ne pense plus, mais nous sommes sûrs que les assignations annuelles seront atteintes et elles seront dépassées. Merci beaucoup. Nous allons prendre notre sujet d'aujourd'hui. Le régime fiscal applicable aux associations sans but lucratif. Monsieur Mouteba, vous êtes chef de division communication et documentation à la Direction générale des impôts. En liminaire, qu'est-ce que nous devons retenir par une association sans but lucratif, à des termes simples pour la compréhension de nos amis contribuables? Oui, j'essaierai d'être un peu trop simple parce que vous avez parlé là d'une observation pertinente. Parce que nous prenons le principe de simplicité de l'impôt. Oui, le principe de la simplicité de l'impôt. Oui. Et je vais essayer un peu de me ramener à la compréhension de tout le monde. Effectivement. Mais pour dire que d'abord, il faut signaler que la fiscalité est une matière très complexe et très diversifiée qui appelle une certaine compréhension. Et pour ce faire, pour bien comprendre cette fiscalité congolaise, il faut d'abord connaître le système fiscal congolais, c'est-à-dire l'ensemble des impôts qui font partie de ce que nous appelons la législation fiscale de la République démocratique du Congo. Mais au-delà de cette connaissance générale du système fiscal congolais, il y a ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est d'ailleurs le thème de l'émission d'aujourd'hui, qu'il y a des matières spécifiques à une certaine catégorie de contribuables. Il s'agit là de ce qu'on appelle les régimes fiscaux particuliers. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs d'activité qui certes obéissent aux dispositions de la loi fiscale dans son ensemble, mais ont des particularités. C'est le cas, comme vous veniez de me poser la question précédente ici, que l'impôt spécial sur le profit excédentaire. Et je vous disais, c'est un impôt qui ne concerne que les sociétés minières. Et donc, lorsque nous parlons des régimes fiscaux particuliers, il s'agit des régimes dérogatoires au droit commun. C'est-à-dire, on peut trouver par exemple des spécificités en matière fiscale à ce qui concerne le secteur de la télécommunication, le secteur des intermédiaires financiers, le secteur des sociétés étrangères, le secteur de la propriété intellectuelle par exemple, le secteur de la fiscalité minière comme je venais de le dire, et comme nous le parlons aujourd'hui, le secteur de ce qu'on appelle les associations sans but lucratif et même des établissements publics, les établissements d'utilité publique. Et donc, lorsque nous parlons de ce qu'on entend par les associations sans but lucratif, au fait, il s'agit de quoi? L'association sans but lucratif est une association, comme le mot l'indique, qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales si ce n'est qu'à titre accessoire et qui ne cherche pas un gain matériel au profit de ses membres. Voilà ce qu'on peut appeler comme ASBEL.
Contrairement à ce que nous voyons sur le marché, nous voyons dans nos riz où vous trouverez déjà Junior Bar SBL. Oui, la dénomination est bonne. Est-ce que Junior Bar SBL est véritablement une ASBEL? C'est pour cela que je donne cette définition pour dire et ASBEL, c'est une association qui dans qui sa ne se mission livre principale, pas, qui ne se livre pas oui, à des opérations industrielles ou commerciales, si ce n'est qu'à titre accessoire, et qui ne cherche pas à réaliser un gain matériel au profit de ses dirigeants. Donc ça signifie là, monsieur le journaliste, partant de cette définition, en résumé, il faut reconnaître que l'ASBEL n'est pas l'affaire d'un individu. Effectivement. L'ASBEL, c'est l'affaire d'abord de plusieurs personnes. Partant toujours de la même définition, ça signifie que l'ASBEL peut faire des activités commerciales à titre accessoire. Mais l'ASBEL ne fera pas ses activités pour enrichir le membre ou pour procurer un gain matériel à ses membres. Ça signifie en d'autres termes, sur le plan strictement scientifique, que l'ASBEL recourt à des activités d'ordre public, mais en même temps, elle peut exercer le commerce comme ça dans le cadre de l'économie de marché. Alors, ce n'est pas la nature d'activité qui détermine l'appartenance à une ASBEL, mais c'est la finalité ou la philosophie qui préside à cette activité-là. C'est vraiment très important. Ce n'est pas la nature d'activité qui détermine l'appartenance de cette activité à une ASBEL, mais c'est la finalité ou la philosophie qui préside à une telle activité. Ça signifie qu'on retrouve les ASBEL dans plusieurs secteurs d'activité. Mais ces ASBEL-là les font comme un service d'intérêt public. Le profit ne reviendra pas aux membres, mais le profit doit revenir à l'association. Alors, partant de cette définition, que dit la loi congolaise à la matière? Les ASBEL en République démocratique du Congo sont régis par la loi 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux ASBEL et aux établissements d'utilité publique. Et par rapport à cette loi, parce qu'il y a d'impôts qu'en vertu de la loi, il y a d'exemption d'impôts qu'en vertu également de la loi. Oui. Partant de cette loi-là, les ASBEL en République démocratique du Congo comprennent 3 catégories. Lesquelles? Il y a d'abord les associations à caractère éducatif, social, culturel et même scientifique. Deuxième catégorie, il y a les organisations non gouvernementales, les ONG, non membres de la famille de l'ONU. Et troisième catégorie, il s'agit là des associations à caractère confessionnel. Ce sont là les 3 catégories qui composent ce que nous pouvons appeler une ASBEL en République démocratique du Congo. Soit on est une association à caractère culturel, scientifique, politique. Soit on est une ONG, mais à condition que cette ONG soit une ONG non membre de l'ONU, soit on est une association à caractère confessionnel. C'est là on retrouverait bien sûr les églises. Et donc voilà, ça c'est la définition et la catégorisation des ASBEL par rapport à la loi congolaise. Alors si j'ai insisté sur la définition en disant ce n'est pas la nature d'activité qui détermine l'appartenance à une ASBEL, mais c'est plutôt la philosophie ou la finalité de l'activité qui détermine l'appartenance à la catégorie d'ASBEL. Alors, les ASBEL en République démocratique du Congo, par rapport à la loi que je venais d'évoquer tout à l'heure, la loi de 2001, oui, doivent remplir un certain nombre de conditions. Lesquelles? Là, je n'en parle pas encore des conditions fiscales plutôt. Je vais parler des conditions d'ordre administratif. Alors, ces conditions-là
concerne la création, le fonctionnement. Pour exister en République démocratique du Congo comme une ASBEL, à l'instar de toutes les personnes morales, les ASBEL doivent élaborer leur statut. Les ASBEL doivent présenter leur statut auprès des services étatiques en remplissant un certain nombre de conditions. Primo, il faut déposer le statut au niveau de la commune. Deuxièmement, il faut authentifier le statut auprès des notaires. Troisièmement, il faut authentifier les documents auprès du ministère de la Justice. Par exemple, documents, les listes de membres, les listes de dirigeants. Le règlement intérieur, tout ça. Quatrièmement, il faut avoir l'avis favorable du ministère sectoriel. C'est très important. C'est-à-dire qu'il faut avoir un arrêté. Effectivement. Cinquièmement, il faut avoir une personnalité juridique. Sixièmement, il faut avoir que les statuts sont publiés au journal officiel de la République démocratique du Congo. Et septièmement, il y a là une condition un peu particulière, avoir l'homologation du ministère de l'Environnement, si et seulement si l'ONG œuvre dans ce secteur de l'environnement. Et donc, c'est lorsqu'on a accompli ces conditions, comme je venais de les énumérer, d'ordre administratif, qu'on peut prétendre être inasbel. Mais malheureusement, nous constatons à ce jour, beaucoup prennent la forme ou prennent le statut d'asbel sans forcément être inasbel. Sans forcément être inasbel. Parce que j'ai énuméré là les conditions, et lorsque inasbel remplit ces conditions par rapport à celles énumérées par la loi elle-même, et donc là, vous pouvez prétendre avoir le statut d'une asbel. Alors, les obligations fiscales, quand est-ce que ça intervient pour une asbel? Là, vous venez d'évoquer ou d'énumérer les documents à soumettre ou à demander auprès du ministère public pour détenir, pour justifier votre existence. Le statut d'asbel. Effectivement. Maintenant, sur le plan fiscal, après avoir rempli tous les critères là, avant son installation, quand est-ce que le fisc intervient? La sollicitation du numéro impôt, ça se passe au début ou déjà en cours de l'exercice de ces activités? Oui, ça c'est une très bonne question. Lorsque j'ai rappelé les conditions d'ordre administratif, c'est parce que toute activité, avant qu'elle ne soit connue au niveau de la Direction générale des impôts, doit au préalable attester son existence juridique auprès des services, des différents services étatiques. Et au niveau de l'administration des impôts, au niveau de la DGI, les ASBEL, j'insiste encore, constitués conformément à la loi, doivent remplir un certain nombre de conditions, parmi lesquelles nous avons les conditions d'ordre général. Elles doivent normalement justifier leur existence par ce que nous appelons faire une déclaration d'existence qui va aboutir à l'obtention du numéro impôt, ce qu'on appelle les NIF. Ça signifie que, qu'on soit ASBEL, ou qu'on soit personne physique, ou qu'on soit personne morale, l'obligation du numéro impôt incombe à tout le monde. Donc, aucun ASBEL ne peut pas dire, moi je suis ASBEL, je ne peux pas avoir le numéro impôt. Non, l'ASBEL doit avoir son numéro impôt. Deuxième obligation fiscale, l'ASBEL doit déclarer un impôt qu'on appelle IPR, c'est-à-dire impôt professionnel sur les rémunérations. Allons calmement. Il y a plusieurs conditions, oui. Donc, je veux qu'on puisse aller étape par étape. Oui. Vous avez signalé le premier point, c'est d'abord détenir les documents conformément à la loi. Oui. C'est la partie administrative. Oui. Le deuxième, c'est la partie fiscale qui commence par la demande du numéro impôt. Maintenant, après la demande du numéro impôt, quels sont les impôts? Parce que généralement, les gens pensent que les ASBEL ne sont pas soumises au paiement des impôts. Quels sont les impôts qui concernent les ASBEL? Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'il fallait d'abord que j'arrive à la fin pour que vous puissiez répondre sur votre question.
je l'ai dit, une ASBEL ne peut être ASBEL que lorsqu'elle est constituée conformément à la loi, en énumérant les obligations administratives qui incombent aux ASBEL. Après cette étape, quelles sont les obligations fiscales des ASBEL? Il s'agit primo, pour être un peu plus clair, parce que quand je parle de la déclaration d'existence, ça paraît un peu technique, mais il faut aller tout droit au but, il faut avoir les numéros impôts. Oui. Deuxièmement, il faut, pour être un peu plus simplifié, il faut payer l'IPR pour les travailleurs et les dirigeants rémunérés par l'ASBEL. Troisièmement, il faut chaque trimestre introduire à la DGI ce qu'on appelle les relevés trimestriels des sommes versées aux tiers. Parce que je l'ai dit, ne se livre pas aux opérations industrielles ou commerciales si ce n'est qu'à titre accessoire, et l'ASBEL ne réalise pas ses activités pour donner un gain matériel à ses membres. Ça signifie que l'ASBEL est dans des activités. Mais lorsqu'elle fait ses activités, réalise ses activités, l'ASBEL peut réaliser des activités avec des tiers. Lesquels tiers sont redevables d'impôts. Et pour permettre à l'administration des impôts d'avoir des renseignements sur les tiers, eh bien, il est recommandé à toutes les ASBEL d'introduire à la Direction générale des impôts un relevé qu'on appelle les relevés trimestriels des sommes versées aux tiers. Quatrième obligation, l'ASBEL doit tenir une comptabilité minimalisée. C'est pour permettre à ce que les données figurant sur la déclaration, par exemple en matière de l'IPR et même de la TVA, nous allons arriver, puissent être retracées dans cette comptabilité, bien qu'elle soit une comptabilité minimalisée. Sixièmement, l'ASBEL doit se mettre à la disposition de la Direction générale des impôts à ce qui concerne les contrôles fiscaux. Donc, en tant qu'ASBEL, on ne peut pas dire nous sommes ASBEL. On ne peut pas déclarer. On ne peut pas déclarer. Nous sommes ASBEL. On ne peut pas recevoir les agents des impôts pour le contrôle. Non. L'ASBEL, c'est un contribuable qui a un régime fiscal particulier et lequel le régime fiscal fait qu'il y a des obligations qui incombent à cet ASBEL, comme je venais de le dire, les numéros impôts, l'IPR et même la TVA, je vais y arriver. L'obligation de se soumettre au contrôle de l'administration des impôts, les relevés trimestriels de sommes versées aux tiers, voilà globalement les obligations et les impôts qui incombent, aux ASBEL. Alors quand nous disons cela, pourquoi? C'est pour alerter l'opinion. Parce qu'on constate qu'il y a des gens qui, ayant ce comportement de se soustraire de l'obligation de l'impôt, ils étaient un établissement ou même une société, et directement, ils vont aller tout droit vers des formes qui ne sont pas appropriées en se proclamant déjà d'ASBEL. Et là, c'est comme on vous dit, dans nos dictons de nos tribus, c'est comme un animal qui fuit la pluie dans la savane pour se jeter dans la rivière. Donc, on a fui la pluie. Dans la savane et on va se jeter dans la rivière. On pense qu'on va payer moins. Oui, on pense qu'en quittant la forme, par exemple, d'un établissement ou la forme d'une petite entreprise ou d'une micro-entreprise pour se muer dans la forme d'une ASBEL, on croirait qu'en allant vers l'ASBEL, il n'y aura pas d'impôt à payer ou il n'y aura pas d'obligation fiscale à remplir. Non, c'est là où je l'ai dit, qu'on soit ASBEL, qu'on soit n'importe quel établissement ou une société, chaque contribuable a un régime fiscal qui lui est approprié. D'ailleurs, M. Mouteba, là, vous venez de toucher d'ailleurs un point. Nous avons eu à mener des enquêtes au niveau de notre magazine Les Contribuables s'interrogent parce que nous descendons sur le terrain. Il y a un phénomène, je ne sais pas si vous êtes au courant. Si vous parcourez nos marchés, même dans nos cités, vous allez voir une entreprise, micro, petite, commencer au début comme entreprise, mais après un certain temps, elle migre. Vous allez voir tout simplement, elle change la dénomination. Elle garde le même nom, mais à la fin, c'est bar
Asbel. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais. Si son pasteur a une fondation, si un oncle a une ONG, lui, il prend juste le numéro, il prend juste les noms de cette ONG et il fixe, il met dans son activité. Et il y a d'autres même, par contre, qui s'affilient pour aller, ils préfèrent aller payer une quotité auprès des associations pour être couverts de tout contrôle, mais refusent d'aller déclarer les numéros pour déclarer leurs revenus auprès des administrations fiscales. Est-ce que vous êtes au courant de ces phénomènes? Oui, mais je l'ai dit ici, les enquêtes menées par votre magazine attestent ce que je venais de dire tout à l'heure. Nous, de l'administration des impôts, nous ne pouvons que faire notre travail conformément à la loi. Je l'ai dit, le statut d'une ASBEL ne se prescrit pas. Donc on ne peut pas se réveiller le matin comme ça, dire, oh, à cause de tel phénomène, je change de forme. Je change de forme. Mais non. Si vous changez de forme, alors il faut se conformer à ce que la loi dit. N'est ASBEL que toute association qui remplit les conditions fixées par la loi que je venais de rappeler. N'est pas ASBEL celui qui prend cette forme par son vouloir personnel. Et donc, toutes ces pratiques-là, comme je le disais à l'introduction de cette émission, ce sont des pratiques de nature à se soustraire de l'obligation de paiement de l'impôt. Et ce sont des pratiques qui ont des conséquences, comme je venais de le dire ici en parabole, d'un animal qui fuit la pluie dans la savane pour aller se jeter dans l'eau. Parce que vous pouvez avoir arrêté, par exemple, une micro-entreprise. En tant que micro-entreprise, vous ne payez que l'impôt forfaitaire. De combien? De 30 000 francs congolais. L'an. L'an. Or, on a là quelque part, vous devez, en tant qu'ASBEL, vous devriez normalement payer un forfait que les propriétaires... Non, il n'y a pas de forfait. Il n'y a pas de forfait. Vous devez avoir d'abord votre numéro d'identification nationale, du numéro impôt. Vous devez déclarer l'IPR au droit commun. Et vous devez aussi payer la TVA s'il en faut. Lorsque les ventes ne sont pas exonérées. Donc les ASBEL sont aussi... Oui, elles doivent aussi payer la TVA pour une catégorie de ventes. Pas pour toutes les ventes. Oui. Les ventes qui n'ont pas un caractère social, celles-là peuvent être exemptées de la TVA, mais les ventes qui n'ont pas un caractère social doivent payer, doivent être assujetties à la TVA. Et vous verrez maintenant que le fait d'avoir fui la catégorie à laquelle on appartenait apporte des conséquences. Il y a ces pratiques que vous avez dénoncées, que l'administration des impôts aussi dénonce, de voir ces personnes qui recrutent d'autres personnes qui détiennent d'ailleurs le numéro impôt pour faire un regroupement. Et les mêmes gens vont payer chez lui, chez celui, le propriétaire de l'établissement, et celui-là se présente comme une ASBEL. Non, ça sont de fausses pratiques. Et donc, l'administration des impôts, lorsqu'elle va en contrôle, je l'ai dit tout à l'heure, l'administration des impôts doit veiller d'abord au statut juridique de l'ASBEL. Est-ce que l'ASBEL a déjà son statut? L'ASBEL, lorsque nous parlons d'un statut, le statut ne signifie pas que c'est le monsieur Junior seul. Non, parce que si monsieur Junior est responsable d'un établissement, il est personne physique. Mais lorsqu'on parle d'une ASBEL, ça signifie au préalable par rapport aux conditions fixées par la loi, il y a un certain nombre de dirigeants. C'est contrairement à ce que nous voyons chez nous, où on dit même, ça c'est l'ONG de M. Junior. Non, une personne ne peut pas s'approprier une ONG. L'ONG n'est pas l'affaire d'un individu, mais l'ONG c'est l'affaire de plusieurs personnes. Et donc les conséquences sont là lorsque une personne exerce une activité dans une forme qui ne lui revient pas, eh bien, il y a des sanctions fiscales. Et ça, c'est une évasion, carrément. Oui, il y a des sanctions fiscales, il y a des pénalités qui seront à charge de tout celui qui voudrait se soustraire du paiement de l'impôt en prenant une forme qui n'est pas appropriée. Aujourd'hui, je voulais quand même qu'on puisse entrer dans les détails, parce que là, nous parlons des ASBEL. Mais parmi les catégories des ASBEL, dans les confessions religieuses, nous trouvons des églises. Je voulais qu'on puisse vraiment marteler là-dessus. Est-ce que l'Église est aussi obligée
de détenir un numéro impôt. Oui, je l'ai dit ici, M. Junior. Je reviens toujours à ce que j'ai parlé parce que dans les réponses que j'ai données à vos deux premières questions, je crois avoir déjà donné la réponse. Lorsque j'ai fait l'énumération des catégories des associations sans but lucratif, j'ai parlé des associations à caractère confessionnel. Il s'agit principalement des églises. Et lorsque j'ai rappelé les conditions d'existence, j'ai cité, l'église doit avoir ses statuts. L'église doit avoir un statut notarié. L'église doit avoir sa personnalité juridique. L'église doit avoir des arrêtés. Vous voyez, ça d'un côté. Et de l'autre, l'église a des activités qu'elle réalise. Effectivement. Parmi les activités qu'elle réalise, il y a des activités à caractère social, des activités à caractère éducatif, des activités à caractère religieux. Et l'église peut avoir un personnel qui n'est pas forcément des fidèles. Qui sont rémunérés. Par conséquent, l'impôt concernant tout le monde, les personnels rémunérés par l'église doivent payer leur impôt. Et la diversité de la fiscalité congolaise, comme je venais de le dire, fait croire aux gens que l'impôt ne concerne que les structures commerciales. Non. Au jour d'aujourd'hui, même le personnel domestique, par exemple, vous avez une femme ménagère, un jardinier, un chauffeur, garde-corps, ils sont soumis aussi à l'IPER. Ces gens-là sont rémunérés par celui qu'on appelle couramment le patron. Ce patron-là, c'est l'employeur de ce personnel domestique. Il est appelé à retenir leur IPER, mais sauf que il ne peut verser cet IPER qu'après un trimestre. Et si cet IPER-là est de $2 par agent. Là, ça concerne que le personnel... Ça concerne que le personnel domestique. C'est $2. $2 par mois. Mais payable trimestriellement. C'est-à-dire $6. $6. Pourquoi? Parce que par la définition de l'impôt et par la teneur même de notre loi en la matière, l'impôt doit être payé par tout le monde. Et le personnel domestique qui reçoit un salaire, c'est pratiquement comme M. Junior, comme moi-même, qui suis employé quelque part et pour lequel on retient mon IPER. Ça signifie aussi que les associations sans but lucratif ont un personnel et doivent payer l'IPER en tant que redevable. Parce que l'IPER est à charge du travailleur, mais payé par l'employeur. Et là, il faudrait maintenant arriver au point très important, c'est lequel ce sont des facilités administratives et fiscales qui sont accordées aux ASBEL. Lorsqu'une ASBEL est dûment constituée par rapport à la loi, elle bénéficie de ce que nous appelons les facilités fiscales. Ça signifie qu'il y a des impôts déjà, de par son statut, et remplissant les conditions, l'ASBEL ne peut plus payer les impôts que d'autres payent dans le cadre du droit commun ou dans le cadre du système fiscal de manière générale. C'est comme par exemple l'impôt sur le bénéfice et le profit. L'association sans but lucratif n'est pas assujettie à cet impôt-là. Oui. C'est par exemple l'impôt immobilier. L'impôt mobilier plutôt. L'impôt mobilier n'est pas à charge de l'ASBEL. Comprenez? C'est par exemple la TVA pour certaines ventes présentant un caractère social. C'est comme l'IR. Là, les ASBEL ne doivent pas payer. Là, les ASBEL ne doivent pas payer. Des facilités. Ce sont des facilités qui sont accordées, mais à condition, j'insiste,
à condition d'en remplir les conditions. Ce n'est pas d'office. Ce n'est pas d'office, c'est-à-dire qu'il faut d'abord justifier qu'on est inasbel par rapport à la loi et il faut obtenir les arrêtés interministériels qui accordent de telles exonérations. Et lorsque l'administration des impôts rencontre une personne, comme vous venez de le dire, qui a inactivité et que d'elle-même, elle s'improvise, elle migre vers comme inasbel, la direction générale des impôts commencera d'abord par vous demander vos documents constitutifs. Oui. Si vous êtes réellement inasbel. Deuxièmement, même quand bien même vous êtes inasbel, vous devez justifier l'exonération par des textes légaux qui sont les arrêtés interministériels. Alors, à ce titre-là, lorsqu'Inasbel dispose de ces actes administratifs et dispose des facilités, des documents attestant ces facilités sur le plan fiscal, elle bénéficie de ces exonérations, mais elle reste cependant soumise aux impôts pour lesquels elle ne peut bénéficier d'aucune exonération. Elle reste soumise aux obligations pour lesquelles elle n'a pas d'exemption. C'est-à-dire, elle doit avoir les numéros impôts, elle doit déclarer son personnel et payer son IPR, elle doit payer la TVA pour des ventes qui ne sont pas conformes au caractère social, elle doit être disposée à tout contrôle de l'administration des impôts. Donc voilà globalement ce qu'on peut appeler les régimes fiscaux applicables aux associations sans but lucratif et prochainement peut-être nous pourrons revenir sur les établissements d'utilité publique. Le régime fiscal applicable aux associations sans but lucratif ne ezali thème na biso toza ko partager yango lelo na mwana mboka Jamuteba oyo to beti na lisolo ya ba association sans but lucratif na ba catégorie na yango nyonso ba église ba parti politique ba équipe de football nyonso wana eza na kati ya régime fiscal applicable aux associations sans but lucratif. Nous allons clôturer, mais avant de prendre le dernier point sur le régime fiscal applicable aux associations sans but lucratif, je vous invite à suivre d'abord les spots réalisés par la Direction générale des impôts en ce qui concerne le paiement de l'IPR. Suivez et on se retrouve tout juste après. Mboka na biso esengeli moto nyonso afuta mpaku na ye oyo nyonso afandi na mboka Congo esengeli afuta mpaku na ye yango nde ekotonga mboka Congo. Tozali na ba oyo pe bakoki kofuta mpaku na bango oyo tobengi na lopoto impôt professionnel sur les rémunérations na mukuse IPR. IPR eza nini? Ezali impôt to paku oyo ba travailleur nyonso to basali oyo bazwaka lifuti na bango na suka sanza pona musala na bango ndakisa ba fonctionnaire basali ya l'État lisusu lokola basali oyo bakosalaka na ba société privée lokola ba banque lokola ba wewa ba taximen ba travailleur basalaka na ba salon de coiffure ba boutique ba maison d'échange ba couturier bango nyonso wana oyo baza classé na catégorie ya micro entreprise. Sikono koti nde na mama na likambo eza basali nini oyo esengeli pe bafuta mpaku na bango. Le personnel domestique basali oyo nyonso basalaka esika ya muto tobengi patron ndakisa garde du corps, chauffeur, cuisinier, jardinier, femme ménagère, bangonde tobengi le personnel domestique. Patron nyonso sengeli na suka sanza tango azofuta basali na ye kokata $2 na mosali moko moko. Pendant 3 mois, montant ya $6. Oye sengeli kofuta na période ya yambo. Na boye, patron kokende na service ya DGI, oye za nzinga esika fandi na service ya CIS. Epai nini bakopesa ye mukanda otobengi déclaration ako déclarer basali na ye nyonso moko na moko. Sima ya ko déclarer basali na ye ako kende kofuta $6 na banque to da Cadeco
esika bakopesa ye papier oyo ezolakisa que réellement afuti impôt mpona basali na ye. Nasengi na bapatron nyonso kobanda na 001 na Mongaliema, na bapatron nyonso batikali ezala congolais ezala mopaya oyo ezake aza na batravailleur na ye afutaka bango na suka sanza tofuta mpako mpo kongo na biso ekende liboso. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Le régime fiscal applicable aux associations sans but lucratif, c'est le thème que nous sommes en train de partager avec M. Jean Mouteba. Il est chef de division communication et documentation à la Direction générale des impôts. M. Jean Mouteba, pour citer, je voulais qu'on puisse citer un peu, avant de passer aux partis politiques, parce que ce sont toutes les catégories des ASBEL. Les églises, un mot pour les églises. Notre maître Jésus-Christ a payé l'impôt, M. Mouteba, ça se trouve dans la Bible. Mais est-ce que dans la ville-province de Kinshasa, si on sillonne aujourd'hui, nos pasteurs, ils étaient réunis au stade des martyrs pour soutenir le FRDC, nous soutenons cette activité, parce que si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui veille, veille en vain. Mais après avoir prié, les militaires à l'est de la République ont besoin de nourriture, ils ont besoin de munitions pour repousser l'ennemi. Mais d'où ça passe par le paiement de l'impôt. Est-ce que le modèle dont la Bible nous enseigne, on va lire les Écritures, nos pères spirituels, devraient nous mettre les modèles, non? Oui, vous savez, M. Junior, j'ai toujours cette idée en tête que les gens préfèrent utiliser le verbe aimer sans pour autant l'exprimer. On ne peut pas dire « j'aime mon pays ». C'est ça. Et c'est limité seulement aux simples déclarations d'aimer son pays. Non. Aimer son pays, c'est apporter sa contribution à donner le moyen à l'État, à notre gouvernement, qui fait un travail exemplaire sur tous les plans, pour que ce dernier dispose de ce dont il a besoin pour faire face à toutes les charges de la nation. C'est ça, aimer le pays. L'amour du pays ne se résume pas par le fait de porter la tenue des militaires, non. Par des marches de soutien seulement, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Il faut aller au-delà. Des soutiens d'ordre moral. Oui. J'aime une équipe sportive. Oui. Aimer une équipe sportive ne signifie pas seulement aller au stade pour applaudir. Non, c'est apporter sa contribution. Nous devons intérioriser cet aspect d'amour des associations auxquelles nous appartenons. J'aime mon église, je vais en arriver. Est-ce qu'aimer l'église, c'est aller seulement le dimanche pour aller prier? Non. Alors que l'église est dans un état lamentable. Aimer son église, c'est bâtir l'assemblée de l'Éternel. Effectivement. Aimer l'église, c'est être un véritable croyant, c'est-à-dire celui qui apporte sa contribution pour l'épanouissement de son assemblée. Aimer l'église, c'est donner sa dîme. Parce qu'un vrai croyant doit donner sa dîme. C'est une obligation. C'est une obligation. Voilà celui qui peut prétendre être fidèle d'une assemblée. Sinon, les autres sont des figurants. La même chose, aimer sa famille, comme vous êtes là, n'est pas seulement se résumer à dire « moi j'aime beaucoup mes enfants, j'aime beaucoup ma femme, alors que ces derniers dorment affamés ». Non, il faut savoir se donner. Prendre soin de sa famille. Oui. Il faut savoir se donner. L'impôt a une source biblique. Et je vous ai toujours dit, beaucoup pensent que le péché ne se résume que dans des actes qu'on voit. Mais il y a d'autres péchés pour lesquels les gens ignorent. Lorsque quelqu'un ne paie pas son impôt, il commet un péché. Il commet un péché. Parce que l'impôt est biblique. Biblique. Là, je vais prendre un extrait. L'impôt est biblique, mais vous faites des activités, mais vous ne payez pas les impôts.
Lorsque vous ne payez pas la dîme, s'il faut aller sur le plan purement spirituel, mais vous commettez un péché. Je ne suis pas pasteur. Est-ce qu'au dernier jour, la grâce étant là, bien sûr, ce péché sera comme ça. Donc il y a des gens qui vont passer toute leur vie sans avoir payé l'impôt. Et c'est un péché. Toute leur vie, il est né, il a grandi, il a travaillé et il est parti, mais sans avoir payé l'impôt. Mais il s'est dit, j'aime le Congo. Mais aimer le Congo, c'est d'abord contribuer aux charges de l'État en payant ses impôts. Et lorsque vous allez payer les impôts, vous donnez alors le moyen à notre gouvernement pour que ce gouvernement-là qui fait un travail exemplaire au jour d'aujourd'hui ait encore des moyens de faire face à tout ce qu'elle a comme charge. Aimer son pays, c'est payer son impôt. Monsieur Mouteba, vous n'êtes pas pasteur, mais nous avons tous sous le livre du Maître, qui est la Bible. Moi, je vais prendre juste un extrait. Matthieu chapitre 24, verset 17. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, et ceux qui percevaient le 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. Et quand il fit entrer dans la maison, Jésus les prévint et dit, « Qu'est ensemble, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent des tribus ou des impôts, excusez pour les appels, perçoivent des tribus ou des impôts, des fils ou des étrangers. » Il lui dit, « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit, « Les fils ne sont donc exempts. Mais, ça c'est Jésus maintenant, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stratère. Prends-le et donne-le l'air pour moi, Jésus-Christ, et pour toi. Jésus-Christ n'a pas dérogé à la règle. Ça, c'est la Bible. Oui. Mais, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous n'avons pas la prétention de prêcher à nos pasteurs, mais tout ce que nous venons de dire ici avec M. Jean Mouteba, ça s'appelle aussi la parole de Dieu. Et ça demande à être observé de manière stricte par les chrétiens. N'est-ce pas ça, M. Jean Mouteba? Oui, effectivement, le message de l'impôt, c'est un message biblique. L'État n'a pas de moyens. De lui-même, l'État n'a pas de moyens. L'État, c'est un pouvoir organisateur qui attend de moyens de l'apport de ses concitoyens. C'est ça, ce qu'il faut savoir. Ici, comme on demande toujours à l'État, l'État doit faire ça, l'État doit faire ça, l'État doit faire ça, oui. Mais l'État va faire cela avec quels moyens? Dès lors que le moyen doit provenir de nos activités. Et un État souverain, c'est un État qui a ses propres ressources. Et ces propres ressources ne peuvent provenir que du paiement des impôts. Mais le rôle de l'État, c'est de réguler le fonctionnement de toutes nos activités. Le rôle de l'État, c'est de créer des climats appropriés, propices aux affaires, pour permettre à ce que les citoyens travaillent et que les mêmes citoyens apportent leur contribution à l'État pour que l'État puisse davantage faire son travail. Effectivement. Et donc, même les églises, là, nous ne parlons pas seulement des églises, nous parlons des associations sans but lucratif d'une manière générale. Doivent payer leurs impôts. Mais sauf que, si vous examinez attentivement, c'est peut-être manque d'information, si vous examinez attentivement, je vais peut-être vous choquer, les aspects de manière directe ne payent rien par rapport à la loi. Oui, je vais vous le dire. Parce qu'il y a des impôts qu'on paye en tant que contribuable, oui. On supporte le poids de l'impôt, oui. Mais il y a des impôts qu'on paye en tant que redevable.
C'est-à-dire on est que quelqu'un qui est un intermédiaire entre l'État et... Donc vous prélevez à la source pour les comptes de l'État. Et les comptes de l'État. Oui. Dans l'UPR. Lorsqu'une ASBEL, par exemple, a déjà rempli toutes les conditions, le problème c'est de remplir d'abord les conditions, comme je venais de les énumérer. Oui. Et lorsque l'ASBEL a déjà ses arrêtés pour l'exonération, ça signifie qu'il y a déjà, de par la loi, les impôts auxquels cet ASBEL n'est plus assujetti. Mais pour les impôts auxquels elle est assujetti en tant que redevable. Parce que de l'argent qu'elle dépense pour le paiement de son personnel, et c'est sur cet argent-là qu'on lui demande de retenir à la source. Et même lorsque dans des conditions spécifiques en ce qui concerne l'assujettissement à la TVA, ce n'est pas cet ASBEL qui paye la TVA. La TVA collecte la TVA. L'ASBEL collecte la TVA pour les comptes de l'administration. Donc ça signifie globalement, si vous voyez bien, il n'y a pas un impôt direct à charge de l'ASBEL. La législation congolaise est déjà très souple là-dessus. On demande à l'ASBEL de remplir son devoir en tant que redevable d'impôt. Vous voyez? C'est ça. C'est ça le vrai problème. Mais sinon, là, il faudrait dire une chose, à part les associations à caractère confessionnel. Là, nous parlons des églises. Oui. Parce que là, on ne peut pas trouver une église d'un individu. Je m'imagine. Il n'y a pas des églises appartenant à un individu. L'église appartient au Seigneur. Oui. Mais dans d'autres domaines, on peut retrouver des activités qui sont exercées par une ASBEL et qui répondent à ses obligations fiscales. Mais on peut retrouver aussi des individus qui sont dans les domaines du secteur public, mais qui exercent ces activités en tant que leur propre activité. Oui. C'est le cas, par exemple, des écoles. Il y a des écoles qui ont un statut d'ASBEL, mais tout comme il y a aussi des écoles qui ont un statut d'une entreprise individuelle ou d'une entreprise des associés. Là, dans ces cas, les statuts diffèrent. Dans ces cas-là, le statut diffère. L'école ASBEL a son régime fiscal. L'école, établissement ou entreprise individuelle répond de ses obligations fiscales comme tout autre établissement ou toute autre entreprise. Et l'école sociétaire répond de ses obligations comme toute autre société commerciale. C'est pour cela que je l'ai dit en prélude, que ce n'est pas la nature d'activité qui détermine l'appartenance à l'ASBEL, mais c'est la finalité. Parce qu'une école comme ASBEL a pour finalité un service à rendre au public. Oui. Et le profit qu'elle réalise en tant qu'ASBEL ne peut pas revenir au promoteur de l'école s'il faut aller directement au BIT ou à l'ensemble des associés de cette école-là. Mais par contre, M. Gignon qui a son école en tant que sa propriété, M. Junior doit déclarer son IBP en tant que tout autre établissement. M. Junior doit payer ses IPR pour les comptes de ses enseignants et pour son propre compte lui-même en tant qu'exploitant individuel. Mais si cette école a la forme sociétaire, eh bien cette école-là doit normalement se référer au principe du droit commun. Elle doit payer son IBP en tant qu'une grande ou une moyenne entreprise, ça dépendra du chiffre d'affaires qu'elle réalise. Elle doit également payer en conséquence les autres impôts qui en découlent, notamment l'impôt mobilier, notamment l'IPR ou même l'IR si réellement il y a un personnel expatrié. Donc vous voyez maintenant, je reviens toujours à ce que je disais, ce n'est pas la nature d'activité qui détermine l'appartenance à une ASBEL, mais c'est la finalité ou la philosophie qui préside à cette activité-là. Très bien. Donc, merci beaucoup, M. Jean Mouteba. Oui. Nous allons boucler le point sur le régime fiscal applicable aux associations, mais je vais terminer avec ce point. Oui. On a cité les ASBEL. Nous sommes là en train de décortiquer chaque catégorie
Un mot sur les partis politiques. Je sais que tous sont régis dans le même régime. Mais je vais lire d'abord la loi portant les statuts des partis politiques pour interpeller nos autorités morales. Loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Je descends rapidement à l'article 26 et 27. Tout parti politique doit tenir une comptabilité. C'est ce que vous étiez en train de dire au début. Je l'ai déjà rappelé ici. Tout parti politique doit tenir une comptabilité et un inventaire de ses biens meubles et immeubles conformément à la législation en vigueur. Il présente ses comptes annuels à l'administration compétente et justifie, les cas échéants, la provenance de ses ressources financières. 27. Les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les revenus des partis politiques qui sont soumis au régime fiscal des droits communs. Donc, les partis politiques doivent également déclarer, comme vous avez dit au début, et tenir une comptabilité. Ce sont des faits privés. Ils ne sont pas exemptés d'office. Ils ne sont pas exemptés. Je l'ai rappelé ici. Quand on parle du droit commun, ça signifie que ces regroupements-là doivent payer leurs impôts conformément au droit commun. Ils doivent déclarer leurs revenus. Ils doivent déclarer leurs revenus. Ici, nous ne parlons pas seulement de partis politiques comme tels, nous parlons de toute autre association. Nous avons des équipes sportives, nous avons des orchestres, nous avons des groupes de théâtre. Qui ont des gros montants de sponsoring. Oui. Mais en vertu de quoi ces associations sont exemptées du paiement de l'impôt? Lorsque nous parlons des contribuables, j'ai toujours rappelé ce fait. Beaucoup pensent que l'impôt ne concerne que les entreprises commerciales. Non. Toutes ces associations-là doivent payer leurs impôts, soit en tant que contribuables ou soit en tant que redevables d'impôts. Le parti politique, qui sont des faits privés, sont soumis aux obligations fiscales des droits communs. C'est la loi que vous lisez. C'est la loi portant statut et fonctionnement des partis politiques. Ça signifie les partis politiques doivent avoir chacun son numéro impôt. Numéro affiché dans leur permanence normalement. Les partis politiques doivent avoir leur numéro impôt. Ça, c'est la première obligation. Les partis politiques qui ont un personnel rémunéré doivent déclarer ces personnels et doivent payer leurs impôts. Les partis politiques ne peuvent bénéficier des exonérations qu'en vertu de la loi. Donc il faut se conformer. Et pour ce fait, les partis politiques sont des contribuables au même titre que les autres. Il en est de même des équipes sportives chez nous ici, en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous entendons ailleurs? C'est ça. Des redressements contre les joueurs qui sont traqués pour le fisc. Mais ici chez nous, ces équipes-là, selon leur statut, je l'ai rappelé ici, on peut avoir une équipe sportive comme propriété d'un individu, tout comme on peut avoir une équipe sportive comme une ASBEL. Je m'imagine qu'il y a eu un débat, il y a 3-4 ans passés, qui a divisé une certaine équipe de la place, parce qu'il y avait une tendance qui voulait faire de cette équipe une équipe société. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Quitter une association pour devenir une société. Et déterminer les parts de tous les associés. Les parts de tous les associés. Ça, c'est un problème privé maintenant. Et cette équipe-là, en tant que société, est soumise au droit commun. Elle doit déclarer son impôt sur le bénéfice et profit. Elle doit déclarer l'impôt sur le personnel. Elle doit déclarer tous les restes d'impôts. Parce que je l'ai dit au début, la complexité du système fiscal congolais veut
qu'on sache d'un côté ce qui est des droits communs et de l'autre ce qui est des régimes fiscaux particuliers. La même équipe peut avoir la forme d'une ASBEL. Alors pour qu'elle soit ASBEL, il faut d'abord se conformer, comme je le disais ici, aux conditions d'existence d'une ASBEL et payer les impôts en tant qu'ASBEL, mais tout en étant redevable d'impôts. Quand nous prenons les orchestres, à ma connaissance, parce que nous sommes tous au pays, ce sont des faits privés. Ce sont des orchestres, ce sont des sociétés qui reviennent. Ils ont un personnel important. Qui reviennent aux individus. Ils voyagent pour aller livrer les concerts à l'étranger. Ça, je ne sais pas. Nous sommes des fiscalistes, ce qui nous concerne. Nous sommes sur le terrain, je vous donne l'information. Oui, vous me donnez l'information en tant que journaliste, mais nous parlons par rapport à la loi. Oui. Ces orchestres-là doivent, primo, avoir leur numéro impôt. Doivent avoir leur numéro impôt. Doivent déclarer leur personnel et payer leur impôt. Et selon la forme juridique, je m'imagine qu'elles doivent avoir aussi des statuts. Ces orchestres doivent avoir des statuts, si possible, en tant que personne physique. Je ne sais pas. Là, ce sont des établissements où, mais en tant que personne morale, si ces orchestres sont des personnes morales, elles doivent également justifier de leur statut. Donc voilà le travail qu'il y a dans ce pays. Lorsque nous disons que le pays n'est pas totalement fiscalisé, nous ne voyons pas seulement les activités à caractère commercial. Il s'agit de tous les secteurs d'activité qui doivent être concernés par le paiement de l'impôt. Tous les secteurs d'activité qui doivent être comprises dans ce que nous appelons l'assiette fiscale. Et le travail de l'administration des impôts, c'est d'élargir l'assiette fiscale. Élargir l'assiette fiscale, c'est augmenter le nombre de contribuables, quel que soit leur secteur d'activité. Eh bien, tout ce que je venais d'énumérer là, les orchestres, les équipes sportives, les églises, politiques, les partis politiques, et bien d'autres là, qu'on est en train de voir aujourd'hui, doivent payer leurs impôts. Doivent payer leurs impôts. Payer leurs impôts, bien sûr, par rapport à la loi. Oui. Que dire, vous avez lu vous-même les dispositions de la loi, ça ne vient pas de nous, mais c'est la même loi, qui demande à ce que toutes ces associations payent leurs impôts en tenant compte de leur statut. En tenant compte de leur statut. Et donc, nous voyons là, comme je l'ai dit, des ONG qui sont dans plusieurs domaines, dans le sport, dans l'éducation, dans les œuvres philanthropiques, dans la religion, et même dans les cimetières. Ces ONG-là, où ces ASBEL doivent avoir un numéro impôt et payer leur impôt en tant que redevable ou en tant que contribuable. Parce que M. Junior peut dire que moi, je vais exercer mon activité de gestion des cimetières, par exemple. Et vous avez votre propre cimetière à vous, où l'on enterre les gens, on paye tout ce qu'il y a comme frais à payer, mais c'est une activité commerciale que vous réalisez. Oui. Et pour ce faire, c'est une activité pour laquelle vous êtes assujetti à un droit commun. Très bien. Mais les gens peuvent se regrouper et dire, nous voulons rendre service à la population congolaise. Et pour ce faire, nous allons créer par exemple un cimetière et ils adoptent le statut d'ASBEL. C'est que ces gens-là doivent normalement faire ce travail pour un service d'intérêt public, mais néanmoins, ils doivent payer l'IPR parce qu'ils sont rémunérés par leur association. Ils rémunèrent le personnel qui travaille dans cette association, mais néanmoins, comme le gain provenant de cette activité n'est pas redistribué, eh bien, dans ce cas-là, ils restent dans leur statut d'ASBEL. Les équipes sportives, la même chose. Voilà pourquoi je reviens toujours à la première observation que je disais, d'un point strictement scientifique. Les ASBEL sont des organisations non marchandes. Qu'est-ce qu'on entend par une organisation non marchande? C'est une organisation
qui exercent bien sûr les activités, ça peut paraître contradictoire, mais l'objectif poursuivi n'est pas de réaliser un profit comme les sociétés commerciales. Effectivement. Et là, la nature d'activité reste la même, qu'on soit ASBEL ou qu'on soit une entreprise commerciale, on exerce la même activité. Mais à la différence, l'entreprise commerciale exerce cette activité pour un gain à procurer aux membres, mais par contre, l'ASBEL exerce la même activité pour une certaine philosophie ou une finalité à cette activité qui est celui de rendre le service à la nation. Très bien. Merci beaucoup. La participation à la charge publique est une obligation pour tout citoyen vivant en République démocratique du Congo. Article 174 de notre Constitution. Chers révérends, chères autorités morales, dirigeants d'une association, magazine Nabino les contribuables s'interroge solo ya régime fiscal applicable aux associations sans but lucratif dans toute sa diversité, mais la matière est tellement abondante. On ne peut pas épuiser tout aujourd'hui. On va revenir peut-être avec les institutions d'utilité publique prochainement, parce qu'il faut aller étape par étape pour la compréhension de nos téléspectateurs. Monsieur Mouteba, nous allons chuter par l'implémentation du logiciel ERP. Ça rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État où il encourage le gouvernement et les régies financières à digitaliser le paiement de l'impôt pour la mobilisation accrue des recettes. Nous avons suivi, c'était la semaine passée, le ministre des Finances a lancé les travaux de l'implémentation du logiciel avec tous les partenaires de la Direction générale des impôts, FMI, Banque mondiale, les CTR, Comité technique des réformes, avec le concepteur lui-même, l'entreprise Hologramme. Quel est l'objectif poursuivi? Oui, vous l'avez rappelé, depuis son investiture à la tête de ce pays, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la digitalisation de l'administration publique son cheval de bataille et un point clé de sa vision. Et cette vision est intégrée dans le programme du gouvernement qui est piloté de main de maître par le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Samuel Konde. Et ce programme-là, qui est incarné aujourd'hui dans, dans l'action gouvernementale, voudrait seulement que toute l'administration fiscale ou l'administration publique dans son ensemble soit informatisée. Et pour ce qui concerne la Direction générale des impôts, l'informatisation de l'administration fiscale est un levier important au jour d'aujourd'hui pour la maximisation de nos recettes. Et cette informatisation des services a fait l'une des recommandations dans les contrats de performance initiés par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et reprise dans le plan d'action de la Direction générale des impôts que dirige M. Barnabé Mwakadi Mwamba. À titre illustratif, l'informatisation de nos services figure parmi l'un des facteurs à la base des performances réalisées par la Direction générale des impôts. Il suffit de vous référer à l'apport des logiciels ISIS Régie qui permet aujourd'hui une certaine traçabilité dans les procédures de paiement des dettes envers l'État. Mais cependant, l'informatisation de nos services requiert un long processus qui voudrait à ce que la DGI puisse avoir un logiciel intégré répondant aux standards internationaux à même de lui permettre de faciliter l'échange des renseignements avec les autres administrations impliquées dans la procédure de paiement des impôts. C'est dans ce contexte-là que son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a lancé les travaux
d'implémentation du logiciel et RP qui va permettre une gestion intégrée et qui permettra à tous les agents de travailler dans un environnement centralisé, un environnement unique, connecter tous les services afin de permettre un bon suivi de la gestion de toutes les procédures fiscales. Ça va même au-delà, l'échange même entre les administrations. Je l'ai dit tout à l'heure que pour permettre à l'administration des impôts d'avoir un système informatisé répondant aux standards internationaux qui lui permettra un certain échange, de faciliter les échanges des renseignements avec les autres administrations. Très bien. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a eu avoir cette idée de lancer les travaux du logiciel IRP qui pourra permettre non seulement cet avantage-là au niveau de l'administration des impôts, mais à tous nos agents de travailler dans un environnement centralisé, unique, à même de permettre le bon suivi de la gestion de toutes les procédures fiscales. Merci beaucoup, M. Mouteba. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Oui. Votre dernier mot, je ne sais pas si on peut le qualifier de dernier parce qu'on sera obligé de revenir. Votre dernier mot à tous les contribuables qui nous ont suivis. Oui, le dernier mot, c'est nous sommes là pour apporter toujours l'information à caractère fiscal, parce que comme vous l'avez dit, dans cette émission, nous ne parlons que de la fiscalité. On ne parle pas d'autre chose, uniquement de la fiscalité. Et la mission qui est la nôtre au niveau de la Direction générale des impôts n'est qu'une mission de mobilisation des recettes. En dehors de cette mission, nous n'avons pas une autre. Et je ne peux placer mon mot, du moins pour la journée d'aujourd'hui, que dans ce cadre-là, d'inviter tous les peuples congolais à aimer ce pays. Aimer ce pays, c'est payer son impôt. Effectivement. Nous devons nous approprier nous-mêmes la question du paiement de l'impôt. Nous approprier, c'est-à-dire nous devons développer nous-mêmes la culture du paiement de l'impôt. L'impôt n'est pas à oublier. L'impôt doit être payé pour permettre à notre gouvernement de faire face à ces nombreuses charges. L'impôt doit être payé pour répondre de manière significative à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, comme vous l'avez rappelé au début de votre émission, la vision incarnée par le Président de la République en matière de mobilisation durable des recettes, c'est la promotion du service fiscal, la lutte contre toutes les antivaleurs sur le plan fiscal, détournement, corruption, tout ça. Et la digitalisation de toutes les procédures fiscales. Et aujourd'hui, toutes les performances qui réalisent nos régies financières s'inscrivent dans cette vision qu'incarne Monsieur le Président de la République, qui est concrétisée dans les plans, dans les programmes du gouvernement et aussi mis en pratique par la Direction générale des impôts dans le cadre de son plan de réalisation de recettes. Voilà le message que nous pouvons apporter à tous nos contribuables. Sinon, nous resterons prochainement très disposés à venir, parce que le travail qui est le nôtre aujourd'hui, nous devons apporter à tout moment cette information qui est une assistance, comme je le disais, une assistance fiscale à tous nos contribuables. À distance, ceux qui avaient beaucoup de problèmes, ceux qui n'avaient pas l'information sur le système fiscal applicable aux ASBEL connaissent aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire pour être une ASBEL, et même tout en étant ASBEL, qu'est-ce que je dois payer aux impôts. Et aujourd'hui, par votre émission, parce que vous êtes aussi un de nos partenaires, beaucoup qui sont dans le secteur d'ASBEL, ou beaucoup qui ont un personnel domestique, ont compris. Et ils vont maintenant s'acquitter de leur devoir fiscal. Et c'est ça qui va permettre l'élargissement de l'assiette fiscale. Et de l'élargissement de l'assiette fiscale, il y aura un accroissement d'impôts. Et lorsqu'il y aura un accroissement d'impôts en termes de recettes, eh bien le pays aura de moyens. Le budget de l'État sera conséquent à la grandeur de notre pays, que nous voulons tous être prospères mieux qu'avant.
Merci beaucoup, M. Jean Mouteba, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine « Les contribuables s'interrogent ». L'impôt, c'est aussi un élément de solidarité nationale. Je m'explique. Je suis à l'ouest, je suis au centre, là où il y a la sécurité. Mais je dois payer mon impôt pour permettre au gouvernement de faire face à l'insécurité à l'est. Je dois payer mon impôt à l'Équateur, dans le Bandundu, au Katanga, à Kinshasa, pour permettre au gouvernement d'avoir le moyen pour acheter la nourriture pour nos militaires qui défendent l'intégrité du territoire national à l'Est. Merci beaucoup. Restez branchés dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. L'impôt doit être payé correctement. Si on se dit que aujourd'hui,